Mamadou Satiki Djakité, c'est le tout nouveau président du Haut Conseil des collectivités, précédemment premier vice-président de l'institution. Il succède ainsi à Oumarou Ag Mohamed Ibrahim Aïdara. Mamadou Satiki Djakité a été élu ce matin lors de la session plénière du HCC. Nous partirons dans ce journal en 4e région. Une mission du projet de renforcement de la sécurité alimentaire par le développement des cultures irriguées était en visite, financée par la BAD pour un coût de 29 milliards de francs CFA. Le projet est opérationnel dans la zone office du Niger. Merci de votre aimable attention. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Le Conseil des ministres est réuni ce matin sous la présidence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. À mes côtés sur ce plateau pour la lecture du communiqué issu du Conseil, Ibrahima Djobélé. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir, Nyanya Alou Traoré. Ça va, vous allez bien? Bon, ça va, Dieu merci. On vous écoute. C'est un plaisir, mesdames et messieurs. Bonsoir à vous également. Au chapitre des mesures législatives au titre du ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la reconstruction du Nord, sur le rapport du ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la reconstruction du Nord, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant modification de la loi numéro 09-030 du 27 juin 2009 portant institution du régime d'assistance médicale. Le régime d'assistance médicale à Ramed a vocation à renforcer le dispositif de protection sociale au Mali, notamment par la prise en charge des frais de soins de santé des personnes qui ne sont pas couvertes par un autre système d'assurance et qui sont reconnues indigentes et de leur ayant droit à charge. Il a également vocation à prendre en charge les pensionnaires des établissements pénitentiaires ou de bienfaisance et les personnes sans domicile fixe. La mise en œuvre de Ramed par l'Agence nationale d'assistance médicale, ANAM, a enregistré des résultats remarquables, notamment l'immatriculation de 78 301 bénéficiaires et la prise en charge médicale de 10 000 assurés. En dépit des résultats obtenus, le régime d'assistance médicale connaît des insuffisances dans la mise en œuvre, dont les difficultés de prise en charge par le régime des personnes victimes de conflits armés ou de catastrophes, les difficultés de mobilisation des contributions des collectivités territoriales au financement du régime, l'insuffisance du délai de validité du statut d'indigence, la prise en compte insuffisante des charges de fonctionnement du régime. Le projet de loi adopté vise à corriger ces insuffisances. À cet effet, il étend le bénéfice du régime aux personnes blessées au cours des conflits armés ou de catastrophes. Il prévoit la contribution des collectivités territoriales et de l'État au financement du régime et ouvre à l'Agence nationale d'assistance médicale la possibilité de bénéficier des subventions des organismes publics et des établissements financiers. Il prévoit une clé de répartition des ressources mobilisées entre les dépenses techniques, les dépenses d'administration et les dépenses d'investissement. En outre, des mesures d'accompagnement seront également prises, notamment l'augmentation du délai d'éligibilité au régime d'1 an à 3 ans. Au titre du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, sur le rapport du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à l'unité de gestion de la Grande Muraille Verte. La Grande Muraille Verte est un projet porté par l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte créée à Djamena le 17 juin 2015, qui vise la réalisation d'une ceinture verte allant de Dakar à Djibouti à l'interface du Sahara et du Sahel. Elle constitue un ensemble d'interventions cohérentes destinées à restaurer les ressources naturelles et à éradiquer la pauvreté dans sa zone d'exécution. Elle permettra de créer une ligne de défense et de lutte contre l'avancée du désert et contribuera au développement intégré des zones rurales traversées. La Grande Muraille Verte met en synergie des actions de conservation de la biodiversité, de lutte contre la désertification et de valorisation des potentialités de développement, notamment la réalisation de bassins de rétention pour la maîtrise des eaux de surface en vue du développement agro-sylvo-pastoral.
La création de l'unité de gestion de la Grande Muraille Verte sous la forme d'un service rattaché au secrétariat général du ministère, objet du présent projet de loi, participe de la mise en œuvre du segment malien de la Grande Muraille Verte. L'unité aura pour mission d'assurer la réalisation et la gestion du segment malien de la barrière verte de protection contre l'avancée du désert dans la bande sahélienne sur une distance de 2066 km de long et 215 km de large. La Grande Muraille Verte au Mali contribuera au développement de plusieurs communes réparties entre les régions de Caille, Koulikoro, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. Au titre du ministère des Affaires étrangères, sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte de ratification du protocole relatif à la création de l'Office de renseignement et d'investigation en matière criminelle de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, signé à Niamey au Niger le 12 janvier 2006. Le protocole relatif à la création de l'Office de renseignement et d'investigation en matière criminelle ORIC de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, vise à renforcer la coopération entre les services de sécurité des États membres et à accroître l'efficacité de leurs actions dans le domaine de la lutte contre la criminalité transnationale et autres infractions connexes. La mise en œuvre du protocole permettra entre autres la facilitation des échanges d'informations relatives aux criminels, aux organisations criminelles et à leurs activités diverses, ainsi que la facilitation de la conduite des enquêtes criminelles. Elle permettra également la constitution d'une base de données sur les informations relatives aux criminels, leur mode opératoire, les tendances de la criminalité et les législations pénales nationales, ainsi que l'harmonisation des lois relatives à des formes de criminalité transnationale. La ratification parachève l'adhésion du Mali aux objectifs du protocole et lui permettra de mutualiser ses efforts avec ceux des autres États membres de la CEDEAO en matière de lutte contre la criminalité transnationale et autres infractions connexes. 2. Des projets de texte relatifs à la ratification de la Charte africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local adoptés par la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue à Malabo, en Guinée équatoriale, le 27 juin 2014. La Charte africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local a pour objectif notamment de promouvoir, de protéger, de stimuler la décentralisation, la gouvernance locale et le développement local en Afrique, de promouvoir une compréhension commune et une vision partagée par les États membres des questions de décentralisation, de gouvernance locale et de développement local, de promouvoir l'association et la coopération entre les collectivités territoriales au niveau national et régional ou continental, de promouvoir la participation de la société civile, du secteur privé et de la population aux initiatives de décentralisation, de gouvernance locale et de développement local. La ratification de la charte est une étape nécessaire à son entrée en vigueur et à sa mise en œuvre par le Mali. La charte participe de la consolidation et du renforcement du processus de décentralisation engagé au Mali en 1993. Au titre du ministère de la décentralisation et de la réforme de l'État, sur le rapport du ministre de la décentralisation et de la réforme de l'État, le Conseil des ministres a adopté un projet loi portant création de la Direction nationale de la fonction publique des collectivités territoriales. La gestion de la fonction publique des collectivités territoriales, qui compte aujourd'hui 54 000 agents environ, est assurée par une division au sein de la sous-direction ressources humaines de la Direction générale des collectivités territoriales. Le volume de travail ainsi lié à cette gestion excède largement les capacités d'une division et est à l'origine de nombreuses insuffisances relevées dans la gestion de la carrière des fonctionnaires des collectivités territoriales, notamment la multiplicité des actes administratifs souvent contradictoires, l'absence de démarches de prévision et de planification de recrutement, l'inadéquation entre les emplois et les attentes des collectivités territoriales.
La création d'une direction nationale de la fonction publique des collectivités territoriales vise à corriger ces insuffisances et à améliorer davantage la gestion des effectifs et le suivi de l'évolution des carrières. Elle constitue aussi une réponse aux préoccupations des syndicats, du personnel, des collectivités territoriales soulevées dans le cadre du dialogue social entre l'État et les partenaires sociaux. La Direction nationale de la fonction publique des collectivités territoriales aura pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale d'administration et de gestion des fonctionnaires des collectivités territoriales et de veiller à sa mise en œuvre. Au chapitre des mesures réglementaires, au titre du ministère de la décentralisation et de la réforme de l'État. Et sur le rapport du ministre de la décentralisation et de la réforme de l'État, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret déterminant les modalités de coopération entre les collectivités territoriales. La loi numéro 93-08 du 11 février 1993, modifiée, déterminant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales, autorise les collectivités territoriales à entreprendre des actions de coopération entre elles, notamment par la création d'un syndicat ou de toute autre structure appropriée de promotion et de coordination des actions de développement dans des domaines spécifiques. Elle autorise également les collectivités territoriales à entreprendre des actions de coopération entre elles avec celles des pays étrangers sous le contrôle de l'État. En application de cette loi, le décret numéro 06-436 PRM du 16 octobre 2006 déterminant les modalités de la coopération entre les collectivités territoriales au Mali a permis à plusieurs collectivités territoriales d'entreprendre des actions de coopération pour la réalisation de projets de développement d'intérêt commun, notamment la création des syndicats intercollectivités. Toutefois, la mise en œuvre de ce texte a révélé des insuffisances. L'adoption du présent projet de décret vise à corriger ces insuffisances et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du Forum sur le bilan et les perspectives de la décentralisation tenue en juin 2011 à Bamako et de celle des États généraux de la décentralisation tenue en octobre 2013 qui ont appelé au renforcement du cadre juridique de coopération entre les collectivités territoriales. Le projet de décret adopté définit de manière claire et précise les concepts de syndicats et de conventions. Il définit la nature juridique des structures de coopération et crée la communauté des communes comme structure de coopération. Il élargit les attributions de l'organe délibérant de la structure de coopération. Il clarifie les procédures d'adhésion des collectivités territoriales à une convention ainsi que les procédures d'approbation et les modalités de mise en œuvre et le suivi de la convention. Il définit les modalités de coopération décentralisée et de coopération transfrontalière. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord. Conseiller technique, M. Mohamed Wali Diagouraga, administrateur de l'Action sociale. Inspecteur à l'inspection des affaires sociales, M. Youssouf Ndiaye, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, chef de cabinet, M. Chaga Koulibaly, comptable, chargé des missions, M. Markati Ndao, professeur d'enseignement. Au titre du ministère de la Défense et des Anciens combattants, directeur des finances et du matériel, commissaire-colonel-major Nuhu d'Habitao. Au titre du ministère de l'administration territoriale, conseiller technique, M. Moussa Bilan, planificateur. Directeur de la cellule de planification et des statistiques, M. Ibrahima Hamma, administrateur civil. Au titre du ministère de la coopération internationale et de l'intégration africaine, chargé des missions, M. Abdallah Tourediko, ingénieur informaticien, M. Casimir Ibrahim Sangala, journaliste. Au titre du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, conseiller technique, commissaire de police, Bakoun Kanté. Au titre du ministère de la Décentralisation et de la Réforme de l'État, conseiller technique,
M. Séni Touré, administrateur civil, M. Brahima Koulibaly, administrateur civil. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, inspecteur des services judiciaires, M. Moussa Sarah Diallo, magistrat, M. Drissa Sissé, magistrat, M. Alou Arbonkana, magistrat, M. Mohamed El Bachir Sissoko, administrateur civil. Chef de brigade du pôle économique et financier de Bamako, chef d'escadron Basekou Berté. Parquet général de la Cour suprême, procureur général, M. Mamadou Tidjane Dambélé, magistrat. Avocats généraux, M. Alfisseni Diop, magistrat. M. Doumnekene Léon Nyangali, magistrat, M. Chekne Fofana, magistrat, M. Bouya Dambélé, magistrat. Section judiciaire de la Cour suprême, conseiller, M. Bougari Sissoko, magistrat, M. Demba Ndiaye, magistrat, M. Mamadou Sega Diallo, magistrat, M. Badara Alou Nanakase, magistrat, M. Bourama Sidibé, magistrat, M. Mahaman Doumbia, magistrat, M. Dotoum Traoré, magistrat, M. Adama Fali Dabo, magistrat, M. Modibo Konaté, magistrat, M. Boukadari Kwata, magistrat, M. Sidi Keita, magistrat. Section administrative de la Cour suprême, président, M. David Sagara, magistrat, M. commissaire du gouvernement, M. Aruna Dao, magistrat. Conseiller, M. Mamadou Diawara, magistrat, M. Djougal Sissé, magistrat, M. Brolay Togola, magistrat, M. Sambalamine Kouate, magistrat, M. Nuhou Boiré, magistrat, M. Moussa Kenei Kodio, magistrat, M. Sori Diakité, magistrat. Et ce sera tout pour le Conseil des ministres de ce mercredi. Nanyalou Traoré, bonne suite. Merci Ibrahima Djambélé. Donc la suite de ce journal à Koulouba tout à l'heure. Le chef de l'État a reçu en audience la nouvelle équipe dirigeante du Conseil national du patronat du Mali. Les ambitions de son nouveau président Mamadou Sensi Koulibaly sont en phase avec celles du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Il s'agit de construire et de développer le Mali en améliorant principalement le climat des affaires dans notre pays. Écoutons Mamadou Sensi Koulibaly, président du Conseil national du patronat du Mali, au micro de Brahma Traoré. C'était présenter le nouveau bureau du patronat au président de la République et en même temps échanger sur le climat des affaires au Mali. Quelles vont être les priorités de ce nouveau bureau que vous venez de présenter au chef de l'État? Comme le chef de l'État a si bien dit, les priorités sont énormes. Tout est prioritaire chez nous, parce que, à commencer même par l'industrie, parce que l'entreprise, comme on l'a toujours dit, le président même lui a dit que c'est début à la fin. Et il y a beaucoup de chantiers, il y a énormément de chantiers. Le pays est à reconstruire. Nous sortons d'une grave crise qui a failli même l'existence du pays. Donc les entreprises ont subi énormément de problèmes. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a eu un oreille attentif à cela. On est en phase complète parce que tout ce qu'il a dit, c'est ce que nous-mêmes on voulait lui dire et que la porte de Koulouba nous est ouverte pour continuer les discussions, les négociations et les échanges. Avec l'état de l'économie malienne, je pense et je crois que le climat des affaires aujourd'hui est acceptable et qu'on doit faire beaucoup d'efforts encore, aussi bien de la part des entrepreneurs et de la part aussi de nos dirigeants. La délégation de Mamadou Sensi Koulibaly qu'on retrouvera également tout à l'heure dans ce journal en visite au CSE. Place de la République, en marge de l'élection de son premier vice-président Mamadou Tounkara du groupe parlementaire Rassemblement pour le Mali RPM. L'Assemblée nationale a renouvelé aussi ses commissions permanentes de travail. Sur les 11 commissions, 4 ont changé de président, nous précise Isaac Tchenou. Des débats jaillit la lumière du temps.
La plénière de ce mardi n'a pas fait exception à la règle. C'est donc dans une atmosphère bon enfant que les élus de la nation ont renouvelé les 11 commissions de l'Assemblée nationale. Les travaux se sont déroulés conformément à l'esprit du nouveau règlement intérieur de l'Assemblée. À prendre part à la lecture du règlement intérieur qui fait désormais que chaque commission doit compter 12 commissaires, excepté la commission finance qui va à 27 au plus. Le constat est que auparavant, les commissaires ont tendance, pour une raison ou une autre, à aller vers la commission finance. Donc il y avait une cinquantaine, voire plus, de députés là-bas. Donc pour créer un certain équilibre au niveau des commissions, parce que certaines n'arrivaient même pas à travailler, parce qu'il y avait juste 3-4 commissaires. Donc c'est rééquilibrage-là qui a conduit à cela. 4 commissions changent ainsi de président. La commission loi est dirigée par Zoumana Doumbia. La commission du développement rural et de l'environnement échoue à Idrissa Sangari. Yeri Keita, lui, hérite de la commission des travaux publics, de l'habitat, des domaines et des transports. Vous savez, l'Assemblée nationale est une institution politique. Donc la mise en place du bureau des commissions fait l'objet d'un consensus entre les différents groupes parlementaires. Donc, il s'est trouvé que c'est la commission développement rural qui est revenue à mon groupe. Et mon groupe m'a toujours fait confiance pour présider cette commission-là, au lieu de la commission de loi qui est revenue à l'APEM. La commission des finances l'année dernière, pendant la session dernière, était composée de 34 commissaires, y compris le président de la commission. Mais malheureusement, à l'examen des projets sensibles tels que les 3 projets de loi majeurs, qui sont la loi des finances initiales, la loi des finances rectificatives et la loi des règlements, nous avons constaté que rares sont les députés qui viennent en commission de travail. Et sur les 34, on avait à peine une quinzaine de députés membres de la commission des finances. Ces 27 seront obligés d'être présents pour fournir un rapport de qualité. Surtout qu'on a sur la table déjà la loi des finances 2016, qu'on appelle budget d'État, qu'on se doit d'examiner très rapidement. Et cette année, la particularité est qu'on risque d'aller vers un budget programme. Donc, nous serons obligés, par rapport au respect de la DPG du Premier ministre, d'inviter les ministères clés par rapport à ce développement. L'opposition dirige la commission contrôle. Dédé Traoré en est le président. C'est une équipe, c'est une commission, c'est une équipe de commissaires. Nous allons essayer de faire en sorte que ce qui a pu être fait, qui est très important en matière de contrôle au niveau de cette commission, puisse être amélioré si on le peut. Et nous allons essayer de faire en sorte que au moins les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, telles que je viens de les décrire, puissent être respectées dans les meilleures conditions. En dehors des 4 commissions, les autres commissions ont gardé leur président. Autre élection de grande envergure, c'est celle du président du Haut Conseil des collectivités. Il se nomme Mamadou Satigui Diakité, précédemment premier vice-président de l'institution. Diakité succède au charismatique Oumarou Ag Mohamed Ibrahim Aïdara, appelé à d'autres fonctions. Nous, Sissoko, nous en parle. Mamadou Satigui Diakité préside désormais aux destinées du Haut Conseil des collectivités. Les 61 conseillers nationaux présents l'ont élu ce matin pour remplacer Oumarou Ag Mohamed Ibrahim Aïdara, appelé à d'autres fonctions. Le tout nouveau président s'engage à poursuivre les initiatives entreprises par son prédécesseur pour le bon fonctionnement de l'institution. Je place le mandat dans le cadre du renforcement, surtout du rayonnement du Haut Conseil des collectivités, dans le renforcement des collectivités du Mali, dans le renforcement de la décentralisation et pour l'amélioration de la qualité de vie des citoyens à l'intérieur des collectivités. Dans le cadre de l'accord, il y a beaucoup de chantiers pour la décentralisation. Et nous, en tant que vigiles de la décentralisation, en tant que représentation nationale et constitutionnelle des collectivités du Mali, nous plaçons tous nos efforts aujourd'hui dans le cadre de la mise en œuvre intelligente de cet accord qui prévoit le renforcement des collectivités du Mali. Et à ce titre, nous allons contribuer à élaborer, à étayer toutes les lois, en tout cas tous les textes pouvant renforcer les collectivités du Mali. Les conseillers ont aussi procédé à l'élection de Azaz Aglou Dagdag au poste de premier vice-président du bureau laissé vacant par le président Mamadou Satigui Diakité. Les opérations se sont déroulées dans le calme.
Il y avait plusieurs candidatures, mais on a discuté, on s'est entendu et notre choix a été porté sur la personne de Mamadou Satigui Diakité. Donc c'est un choix réfléchi, c'est un homme qui connaît le Haut Conseil, qui connaît les dossiers, et puisque nous sommes dans la phase de mise en œuvre de l'accord de paix, c'est quelqu'un qui a participé également au pourparlers d'Alger et il est membre également de la commission de suivi. Donc vous voyez, tous ces éléments ont pesé dans la balance pour qu'il soit élu président du Haut Conseil des collectivités. Cette élection vient combler un vide prévu par l'article 40 du règlement intérieur du Haut Conseil des collectivités. Il s'agit d'empêchement définitif du président ou en cas de vacance d'un poste du bureau de l'institution. Audience au Conseil économique, social et culturel. Il s'agit du nouveau bureau du Conseil national du patronat du Mali, dirigé par Mamadou Sensi Koulibaly, du réseau des solutions pour le développement durable au Sahel et de la plateforme des femmes leaders du Mali. Toutes ces formations ont échangé avec le président Boulkassou Maïdara sur leurs missions et objectifs. Compte rendu Mamourou Sidibé. Le tout nouveau bureau du Conseil national du patronat du Mali est venu échanger avec le président du Conseil économique, social et culturel sur ces nouvelles orientations. C'était une prise de contact, mais on a échangé en gros sur l'ensemble de nos activités, la part de tout un chacun dans l'évolution de la société malienne, aussi bien que l'entreprise, la part du Conseil économique, et les dirigeants, le gouvernement du Mali. Ensuite, c'était le tour du réseau des solutions pour le développement durable au Sahel d'expliquer ses missions et ses objectifs. Ce réseau est naturellement un cadre approprié pour tous les acteurs de la société civile, du secteur privé et des universités, et ça ne peut pas marcher sans l'accompagnement du Conseil économique et social. Nous avons aussi souhaité que le Conseil économique et social bénéficie d'une formation, d'un renforcement des capacités en matière de développement durable. Donc le réseau regorge de compétences en la matière. Enfin, les échanges de la plateforme des femmes leaders du Mali ont porté sur l'accord de paix au Mali. Nous sommes venus rencontrer le président du Conseil économique, social et culturel pour expliquer aujourd'hui ce que nous avons envie de faire pour la contribution de la femme à la résolution de ce conflit et jouer notre partition pour une paix durable. Chacune des trois organisations est sortie satisfaite de l'entretien qui leur a été accordé. Ouverture d'un atelier ce matin à Bamako. Il est organisé par le secrétariat technique de la plateforme ministérielle de coordination des stratégies Sahel. Cette réunion a pour objet de valider la feuille de route des stratégies Sahel. Mariam Sagara pour les détails. Les coordinateurs et autres experts de l'ensemble des composantes de la plateforme ministérielle de coordination des stratégies Sahel se sont retrouvés pour examiner le rapport du secrétariat technique. C'est un prélude à la rencontre des ministres prévue dans les jours à venir. Une mobilisation accrue des organisations régionaux et internationales et des institutions financières est essentielle pour résoudre les défis auxquels est confrontée la région. Il est très encourageant de constater que nous avons dorénavant tous les coordonnateurs nationaux de tous les 4 groupes thématiques. Je constate également que les notes de cadrage des différents groupes thématiques dont nous avons vu les premiers ébauches à Dakar sont maintenant mûres. Je suis confiant que les ministres qui se réuniront dans le cadre de la 4e réunion de la plateforme ministérielle feront les mêmes constats. Les travaux de la journée vont porter sur l'examen et la validation du plan de travail ou feuille de route des groupes thématiques, entre autres. Nous ne doutons pas que dans les mois à venir, le travail entamé par le secrétariat technique et les groupes thématiques sous la présidence malienne produira à coup sûr ses effets en permettant d'engranger les dividendes de l'immense élan de solidarité internationale dont bénéficient les populations du Sahel, et ce depuis quelques années. Les feuilles de route que vous validerez permettront de remporter des succès éclatants en matière de gouvernance, de sécurité, de résilience
et plus globalement de développement. Ces activités du secrétariat technique de la plateforme ministérielle de coordination des stratégies Sahel définissent les observations et les recommandations. Ces feuilles de route détermineront les modalités de fonctionnement des stratégies Sahel. Fin au CICB des assises du collectif des ressortissants du Nord Coren. À l'issue de 2 jours de travaux, des recommandations ont été faites. Agibou Koulibaly nous en parle. Pour apporter sa touche au processus, le collectif des ressortissants du Nord Coren vient de valider son plan d'action de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Plusieurs recommandations ont sanctionné cette rencontre. L'atelier invite le gouvernement de la République du Mali à accélérer le processus de sécurisation du territoire national. Invite la communauté internationale à renforcer son accompagnement au gouvernement de la République du Mali afin de favoriser l'atteinte des objectifs de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Invite le gouvernement à renforcer l'implication des associations et organisations de la société civile, notamment du nord du Mali représentatives, dans le processus de mise en œuvre de l'accord. Pour le ministre en charge de la réconciliation, la mise en œuvre de l'accord passe par l'inclusivité, l'harmonisation et la bonne gouvernance. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les conclusions des différents ateliers qu'on peut résumer sur certaines grandes questions. La première, c'est l'inclusivité. Sans inclusivité, l'accord n'a pas de sens et il ne pourra pas être appliqué. La deuxième, c'est qu'il faut une harmonisation dans la mise en œuvre. S'il n'y a pas d'harmonisation, la mise en œuvre sera aussi difficile. Le troisième point aussi qui est important, c'est les questions de bonne gouvernance. Parce que la bonne gouvernance, elle est au centre de la solution de la crise du Nord. Des motions de félicitations ont été adressées au président de la République et son gouvernement pour la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Le Centre pour le dialogue humanitaire et l'aménagement conjuguent leurs efforts. Ils tiennent à Bamako une session de formation des formateurs sur l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger. Et nous retrouvons Agibou Koulibaly. L'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger constitue une avancée significative dans la recherche de la stabilité et d'une paix durable au Mali. Cependant, plusieurs mois après sa signature, l'accord demeure mal compris par une grande partie de la population. Fort de ce constat, le Centre pour le dialogue humanitaire et l'aménagement ont conjointement initié cette formation des formateurs pour promouvoir une compréhension commune du contenu de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger. Une session que nous avons organisée à l'intention de la CEMA, de la plateforme, mais également de la partie gouvernementale. Et au-delà de l'accord de paix, nous avons prévu de faire pendant cette session une journée de formation sur les bases de la justice transitionnelle. Pour la mise en œuvre de l'accord, c'est vrai qu'il y a des acteurs politiques signataires, mais en fait, la mise en œuvre impose l'inclusivité, la composante locale. Et c'est vous qui êtes effectivement sur le terrain pour appliquer certaines dispositions de l'accord. Selon le représentant spécial adjoint de l'aménagement au Mali, l'appropriation progressive de l'accord par les parties signataires et les populations participent à construire de nouvelles fondations sur lesquelles un nouveau contrat social pourra s'y déployer. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est avant toute cette communauté d'action en faveur de la paix. Le mandat de la MONUSMA s'inscrit exclusivement dans la réalisation de cet objectif. Toutefois, l'établissement d'une paix pérenne ne peut se réaliser que si les femmes et les hommes de bonne volonté se mobilisent et se fédèrent autour d'un accord qui fait du sens. La CEMA qui compte jouer sa partition pour la réalisation de ces nobles objectifs est consciente que la bonne conduite du processus de mise en œuvre de cet accord requiert aussi une bonne appropriation de ces derniers par toutes les bases populaires et combattantes des mouvements de la CEMA et de la plateforme, ainsi que par toutes les populations du Mali.
À noter que le Centre pour le dialogue humanitaire a accompagné les mouvements de la plateforme pour contribuer aux thématiques de la feuille de route de l'accord d'Alger. Il a aussi ouvert plusieurs espaces de dialogue et de partage du processus d'Alger et de l'accord pour la paix entre les jeunes du nord du Mali, puis entre ces derniers et ceux du sud. Il s'engage aussi à démultiplier sur le terrain cette formation des formateurs. À présent, je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention de l'honorable Mamedi Sidibé, député panafricain. Il a en effet pris part du 3 au 20 octobre 2015 à Johannesburg, en Afrique du Sud, à une session du Parlement panafricain. Son discours était relatif à l'accord de paix. Considérant les différentes résolutions adoptées par l'Assemblée nationale du Mali sur la situation de notre pays, depuis le déclenchement de la crise au Mali, le Parlement panafricain félicite la communauté internationale pour son soutien et son accompagnement lors des négociations tenues en Algérie jusqu'à la signature de l'accord définitif pour la paix et la réconciliation en terre malienne les 15 mai et 20 juin 2015 à Bamako. Félicite la République algérienne démocratique et populaire pour tous les efforts fournis depuis plus de 8 mois de négociations entre les différentes parties ayant conduit au présent accord intermalien avec la caution de la communauté internationale. Félicite le leadership du président de la République du Mali, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, pour la signature de l'accord intermalien, et même que les efforts qu'il déploie pour la mise en œuvre de cet accord. Engage toutes les parties au respect du présent accord pour une paix définitive et pour la reconstruction du nord du Mali et pour le développement global du pays. Exhorte la communauté internationale à un engagement concret pour accompagner le Mali dans l'application de l'accord et dans son combat contre le terrorisme et pour le développement. Voilà, Mamedi Sidibé, chef de la délégation malienne à la session du Parlement panafricain. Présentation de l'aide de créance le mardi 27 octobre 2015. Le nouvel ambassadeur du Mali en Iran, Boubacar Gouroudial, a présenté ses lettres de créance à Hassan Rouhani, président de la République islamique d'Iran. Après avoir transmis les salutations du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, l'ambassadeur a présenté au président Rouhani les condoléances du gouvernement et du peuple malien pour les pèlerins iraniens morts lors de la bousculade de Mina. Le nouvel ambassadeur du Mali en Iran en présentation de l'aide de créance suite de la caravane Azalaï pour la paix et la réconciliation, cap ce soir sur Diré, une ville cosmopolite, creuseux de métissage culturel où toutes les ethnies cohabitent en parfaite harmonie. Cette cohésion, Diré l'a fait ressortir en réservant une très grande mobilisation à la caravane Azalaï. Maramfine Konaté et Mamadou Sidibé sont nos envoyés spéciaux. Bien qu'arrivée nuitamment, la caravane Azalaï a reçu un accueil très chaleureux à Diré avec un orchestre sur les berges du Niger. Après un échange avec la jeunesse, le message de la paix est porté aux autorités administratives, aux leaders communautaires et aux chefs religieux. C'est avec la bénédiction de ces derniers que le meeting populaire va se tenir. Ici, les débats se tiennent en langue nationale, ce qui permet une participation active des femmes, premières victimes des conflits. Elles sont toutes disposées à tout pardonner. Il n'y a aucune personne au Mali qui n'a pas été victime. Si tu n'es pas victime, tu as eu un parent qui a attaqué. On a été tous victimes, donc on doit pardonner. À Diré, la cohésion et le vivre ensemble se conjuguent au présent et au futur. Autorités politiques et traditionnelles, jeunes, forces de défense et de sécurité, tous œuvrent en parfaite harmonie pour un retour définitif à la paix. Ici, on attend avec impatience la mise en œuvre de l'accord de paix inclusif. Et chacun se dit prêt à jouer sa partition tout en faisant attention à ne pas répéter les erreurs du passé.
En deuxième région, les partis politiques et la société civile parlent de l'instauration de la mise en œuvre de l'accord de paix au Mali. C'était à travers une journée d'échange organisée par le Centre malien pour le dialogue interparti de la démocratie, CMDID, en collaboration avec la MINUSMA Kumba-Sissé. Cette journée d'échange sur l'appropriation de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale dans notre pays, issue du processus d'Alger, a été une occasion pour les partis politiques et la société civile de s'en approprier. Le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie a exprimé sa disponibilité pour accompagner les activités menées par les acteurs politiques. La session de ce matin est le couronnement d'une série d'échanges qui se sont déroulés dans les régions de Kaï, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao et Tombouctou. Il s'agit pour nous, à travers un débat politique sain, de procéder à l'appropriation de l'accord et formuler des recommandations pertinentes pour une application judicieuse. La sortie définitive de crise au Mali est un défi qui interpelle tous les Maliens en général et les partis politiques en particulier. Les partis politiques doivent vraiment faire beaucoup de vulgarisation par rapport à cet accord pour que leurs militants puissent comprendre tous les enjeux qui se trouvent au niveau de l'accord et par rapport à son application. Après des exposés enrichissants des responsables de la Fondation CMDID, les propositions venant des uns et des autres vont certainement contribuer à une participation massive des populations au processus de mise en œuvre de l'accord de paix. À Gao, fin de formation de 15 éléments des forces armées de sécurité du Mali sur la technique de déminage. Boubacar Babli Touré, compte rendu. Ils sont au nombre de 15 éléments des forces armées et de sécurité maliennes à prendre part à cette formation sur la technique de déminage. Elle a concerné une équipe mixte composée des Itchassigui, Waraba, El Farouk et PC Maliba. Ces forces armées désormais aguerries auront la lourde tâche de désamorcer les engins explosifs qui constituent un réel danger pour les populations. Cela est nécessaire quand on sait que ces engins ont fait de nombreuses victimes. C'est UNIMAS, le service de lutte anti-mine de la MINUSMA, qui a assuré cette formation. Depuis le déclenchement des hostilités, le risque explosif représente une nouvelle menace pour le Mali. C'est une menace pour la sécurité, c'est une menace pour la liberté de mouvement au nord du pays, mais malheureusement, cette menace s'étend également aux régions plus centrales, voire même au sud du pays. Nous sommes là pour la population, pour que cette population puisse vaquer à leurs occupations sans être dérangé, parce que pratiquement quand on parle de EOD, c'est sur les explosifs. Pratiquement ce que nous avons constaté en longueur de journée, c'est les explosions sur nos routes, et beaucoup d'actes de terrorisme. Donc pratiquement la formation consistait à éradiquer ces actes-là. En plus de la formation acquise, ces soldats ont reçu un important lot de matériel destiné au déminage en guise de renforcement des capacités sur le terrain. Un geste hautement apprécié par les responsables militaires. Aujourd'hui, nous sommes donc tous témoins du redéploiement de 5 équipes similaires formées et équipées, prêtes à l'emploi. Nous pouvons donc imaginer ce que cela peut représenter en termes de dépollution sur le théâtre dans sa totalité. La dépollution, nous le savons tous, est un défi majeur dans tout espace de conflit. L'un des temps forts de la cérémonie a été la remise des diplômes de participation aux récipiendaires qui viennent s'ajouter à une autre équipe précédemment formée par UNIMAS. Sécurité toujours, l'opération Djigia en patrouille. Les forces armées intensifient les patrouilles dans les contrées frontalières du cercle de Kadjolo. Objectif, permettre aux populations de vivre dans la quiétude. Cheikh Nabachili. Suite aux actes de banditisme transfrontalier et les attaques meurtrières de présumés terroristes survenus ces derniers mois, dans certaines localités de la région de Sikasso, un dispositif de self-défense et de ratissage vient d'être mis en place dans les cercles de Kadjolo, Kolondjeba et Sikasso. Il s'agit de l'opération Djigia. Dénommée Djigia a pour but de sécuriser la ligne frontalière, c'est pour sécuriser davantage le secteur, en vue de ramener la quiétude et la tranquillité publique au sein des populations. L'opération Djigia est un groupement tactique composé de plusieurs unités de forces armées. Ce groupement tactique
est appuyé par l'aviation. Donc l'aviation fait un ratissage et nous sommes en contact. Ces citoyens en une uniforme bien aguerris accompliront leur mission régalienne dans plusieurs localités de la région de Sikasso. Objectif, permettre aux populations de vivre dans la quiétude. Le sentiment de satisfaction est réel chez nous, les autorités, chez les populations, chez les élus. Ça nous donne le sentiment que l'État a le souci de protéger les populations partout où elles sont. Et ça donne à ces populations un sentiment de confiance. Le maire de la commune rurale de Fourou, M. Sarif Kone, se réjouit de cette stratégie du gouvernement du Mali qui, selon lui, vient à point nommé pour dissiper la psychose des différentes formes de banditisme survenues dans la localité. Et toutes nos excuses pour la qualité des images de ce reportage. Renforcement du plateau technique de l'hôpital régional de Sikasso et de l'association Kénédougou Solidarité pour la prise en charge du cancer du col de l'utérus. Les deux structures viennent de recevoir des appareils pour un coût total de 10 millions de francs CFA. Daouda Diakité, correspondance. Fini désormais le souci pour les femmes de la région de Sikasso pour la prise en charge des cas de cancer du col de l'utérus. Idem pour le corps médical de l'hôpital régional et de l'association Kénédougou Solidarité Serkes qui viennent de recevoir des appareils de cryothérapie et de colposcope. Un geste du réseau Population Service International PCI Mali et son partenaire financier, la KfW, qui aura coûté 10 millions de francs CFA. Aujourd'hui, une femme qui a le cancer ou les lésions précancéreuses du col de l'utérus à Kadiolo, la personne devait aller à Bamako. Donc nous nous sommes dit qu'il faut quand même qu'il y ait des soins de proximité et telle est notre première motivation pour que localement les compétences puissent être suissées et éviter les références qui sont cause réellement de déperdition des patients. Des équipements médicaux favorablement accueillis par les autorités sanitaires. L'hôpital de Sikasso dépiste depuis un certain temps les lésions précancéreuses, mais ne disposait pas de moyens techniques pour le traitement. Donc avec la réception de ce matériel-là, donc ça sera l'occasion des femmes qui seront dépistées de subir le traitement sur place. La morbidité et la mortalité de plus en plus croissantes attribuées au cancer du col de l'utérus font de cette maladie un problème de santé publique qui nécessite une synergie d'action entre pouvoirs publics et partenaires non gouvernementaux. Je lance ici un appel solennel au personnel soignant et aux utilisateurs pour un usage judicieux des 10 appareils. L'occasion était aussi propice pour l'assistance de prendre connaissance du réseau PCI Mali qui intervient dans 70 pays à travers le monde sur les questions de santé, de la reproduction, de l'hygiène et de l'assainissement, bref, de marketing social. 29 milliards de francs CFA, c'est le coût de financement du projet de renforcement de la sécurité alimentaire par le développement des cultures irriguées, un financement de la Banque africaine de développement BAD pour se rendre compte du bon déroulement des opérations sur le terrain. Une mission était dans la zone Office du Niger. Sur place, la délégation a discuté avec les bénéficiaires des mécanismes de mise en œuvre du projet. Kandefila était de la visite. Cette mission de prise de contact du projet de renforcement de la sécurité alimentaire par le développement des cultures irriguées vise d'une part à expliquer le mécanisme de la mise en œuvre de ce projet et d'autre part recueillir les préoccupations majeures des populations bénéficiaires. Le PRESA DCI est un projet de 29 milliards de francs CFA financé par la BAD. La composante Office du Niger tire la part belle avec 18 milliards de francs CFA. La composante est la réhabilitation du périmètre de Molodo central pour 3426 hectares, la réhabilitation des 2 drains principaux de la zone de Molodo, le drain Bounoumboa et le drain Kala inférieur ouest pour une longueur de 54 km. Et ce périmètre est vraiment vétuste, donc ce projet permettra de remettre le périmètre tout nouveau. Aussi, les rencontres avec les autorités et les bénéficiaires directs auront permis d'harmoniser les points de vue quant à la mise en œuvre efficiente de ce projet, dont le démarrage des activités est prévu pour bientôt. Il est donc demandé
pour que le projet puisse avoir une bonne pérennisation, que les bénéficiaires s'approprient le projet, c'est-à-dire comprendre les tenants et les aboutissants, comprendre toutes les composantes concernant ce projet afin que le projet puisse atteindre ses objectifs. On note que les attentes des bénéficiaires restent multiples à Molodo au regard du système d'irrigation de la zone, système dont le projet entend totalement réhabiliter. Et toujours dans la zone office du Niger, notez que les producteurs de la zone office du Niger peuvent désormais régler leur facture de la redevance eau avec Orange Money. Pour en savoir plus, suivez un magazine réalisé par le RTM Ségou. Après cette édition, c'est une réalisation de Dougou Fana Traori. Les responsables de l'Institut culturel afro-arabe étaient face à la presse. La rencontre avait pour but de faire connaître l'Institut. Sorona Kamisoko nous en parle. Les missions assignées à l'Institut culturel afro-arabe sont nombreuses et variées. Parmi ces missions figurent la recherche et la conduite des études stratégiques sur les valeurs culturelles, la coopération afro-arabe en vue de promouvoir la place et l'apport des Arabes et des Africains dans la civilisation humaine. C'est pour faire connaître l'Institut que ses responsables ont rencontré la presse nationale. Nous œuvrons, c'est-à-dire pour contribuer dans tous les aspects, c'est-à-dire qui pourraient être utiles, c'est-à-dire au Mali. مثلا في مجال المخطوطات التي تتعرض لخطر هنا في مالي. Par exemple, en ce qui concerne les manuscrits anciens menacés au Mali, nous essayons, c'est-à-dire d'œuvrer dans le sens que l'apport de l'Institut dans le processus de paix, c'est-à-dire soit effectif. Dans le cadre de la résolution de la crise au Mali, l'Institut a signé avec des organisations de la société civile et l'Université de Bamako des protocoles de coopération. Des coopérations basées sur les activités de sensibilisation et la tenue des conférences débats. Nous avions tenu au courant mai dernier un déjeuner débat dont le thème était la promotion de la culture, de la paix et de la non-violence. Nous sommes une institution scientifique. Notre rôle, c'est d'œuvrer pour la promotion et la sauvegarde des cultures africaines. Notre financement est un financement qui vient à moitié par l'Union africaine, une moitié par la Ligue des États arabes. Fondé il y a 13 ans par l'Union africaine et la Ligue des États arabes, l'Institut culturel afro-arabe est un établissement à but non lucratif basé à Bamako. Elle est la concrétisation de l'une des recommandations du premier sommet afro-arabe tenu au Caire en mars 1977. La dernière semaine de la 21e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion a été dédiée à la jeunesse, à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Occasion pour les autorités de dédier la 5e édition du Salon de la solidarité aux veuves militaires. Al-Jumatina, compte rendu. Cette cérémonie marque le lancement du Salon de la solidarité. La présente édition, l'économie sociale et solidaire, domaine privilégié d'insertion des couches vulnérables, est dédiée à l'association des femmes des camps. Il s'agit à travers ces salons d'offrir l'opportunité aux veuves militaires pour la relance de leur économie. Un salon qui est dédié à l'économie sociale et solidaire. Autrement dit, tout ce par quoi l'homme se débrouille pour vivre. Les familles de ceux qui sont au front, ce sont elles qui ressentent le plus le conflit et les premiers le conflit. Et c'est pourquoi nous avons tenu, dans ce contexte d'après-conflit, à dédier ce salon aux femmes de l'espace militaire. L'initiative cadre parfaitement avec les idéaux du département de la solidarité. Cette année, ce salon, nous l'avons dédié spécialement aux femmes des camps, aux femmes dont les maris ont été quand même tombés sur le champ de l'honneur. Donc ce salon, c'est l'occasion pour nous de faire valoir les savoir-faire de ces femmes, de profiter pour montrer au grand public que ces femmes ont aussi des compétences qu'elles doivent valoriser et qu'elles doivent être accompagnées dans ce sens. Le salon est organisé en rapport avec la dernière semaine du mois de la solidarité, une semaine dédiée à la jeunesse, à l'emploi et à l'entrepreneuriat.
La Banque internationale pour le Mali vient de remettre un important lot de vivres et de non-vivres aux femmes victimes de la fistule obstétricale de l'hôpital du Point G. Le geste s'inscrit dans le cadre de la 21e édition du mois de la solidarité et son objectif est de donner espoir à la soixantaine de femmes fistuleuses du centre Oasis de l'hôpital du Point G. Un don de vivres et de non-vivres de la BIM aux femmes victimes de la fistule obstétricale de l'hôpital du Point G. Et à suivre également après ce journal spécial question d'actualité sur le thème le rôle de la sage-femme dans la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, un débat animé par Sira Bachili. Du 3 au 5 décembre 2015, Bamako abritera le premier salon de l'écrit et du livre en langue africaine. Il est organisé par AfriLivre, une association panafricaine des éditeurs de livres. AfriLivre se donne pour ambition d'œuvrer à la promotion, à l'édition et à la diffusion de l'écrit en langue africaine. Le comité d'organisation a dévoilé ce matin les enjeux de ce salon au cours d'une conférence de presse suivie par Lamine Tchekoura Koulibaly. Environ 2000 langues nationales et leurs dialectes sont parlés sur notre continent. Et si en général les Africains savent lire dans leur langue, paradoxalement, peu d'écrits leur sont proposés, comparativement aux productions en langue officielle, qui est le plus souvent héritier de la colonisation. C'est un déséquilibre préjudiciable au renforcement de la démocratie sur le continent et à son développement, rappelle AfriLibre. Dans certains pays, on a vu un changement au niveau de l'éducation, changement qui a amené l'introduction des langues dans les primaires. C'est bien, mais ça tarde à se généraliser. Ceux comme nous qui avons eu la chance ou la malchance d'aller à l'école française, nous pensons que apprendre nos langues, c'est un apprentissage au rappel. Parce que on se dit, il n'y a pas les grandes découvertes, les grands écrits, les livres, les journaux, Internet, rares sont ceux-ci qui se trouvent dans nos langues nationales. Beaucoup se demandent s'il existe réellement un lectorat important pour les livres en langue nationale, ce qui pourrait justifier la réticence de certains éditeurs indépendants face à une activité jugée peu rentable. Heureusement que nous ne sommes pas que des commerçants, sinon nous ne ferions pas ce métier. Le livre n'est pas un produit commercial. Le premier de nos lectorats, c'est le monde scolaire. Lorsqu'il y a un véritable engagement de mon pays, de nos pays par rapport aux langues nationales, forcément les éditeurs vont suivre. Nous avons des langues qui sont transfrontalières, qui demanderaient beaucoup plus de diffusion, beaucoup plus de promotion. Par exemple, si je prends le Wolof du Sénégal, qui est parlé en Gambie, qui est parlé ici au Mali, le Bambara aussi, qui est parlé au Sénégal et un peu partout, je crois qu'il nous faut des structures de diffusion qui sont créées par d'autres personnes, qui accompagnent les éditeurs. Le salon de l'écrit et du livre en langues africaines s'annonce porteur. Il comporte le Mali dans son engagement à officialiser ces 13 langues nationales. Et nous allons bien sûr suivre désormais dans nos kiosques cette nouvelle publication intitulée La Tribune Libre, un hebdomadaire d'information générale au prix de 300 francs CFA. Week-end artistique et culturel de Tombouctou, c'est du 21 au 22 novembre 2015 et ça se tiendra bien sûr à la cité des 333 je vais dire, la première édition du week-end artistique. Modibo Soirée nous fait le point. Le Nord, on ne peut pas l'abandonner, Mali est indivisible. Et ça commence par cet acapella de Baba Salah, un des initiateurs de ce projet fédérateur que la cité des 333 saints s'apprête à accueillir. Un rendez-vous baptisé Week-end artistique et culturel de Tombouctou. Une manifestation qui marquera le retour des activités socio-culturelles dans la région après la grave crise que notre pays a connue. Et pour saluer le retour de la paix au Mali suite à la signature de l'accord issu du processus d'Alger, des jeunes de la cité des 333 saints se sont donné la main pour initier ce projet.
L'idée est venue comme ça, de nulle part. Je pensais à ma ville, Tombouctou, où tout un chacun me parle d'insécurité. C'est pour cela que j'ai pris l'initiative de faire ça à Tombouctou pour montrer à tout un chacun, à l'opinion internationale, qu'on est tranquille, qu'on peut y aller à Tombouctou sans problème. Le week-end artistique et culturel de Tombouctou s'inscrit dans la dynamique de la consolidation de la paix, de l'union, de la cohésion sociale, de la réconciliation nationale et du retour au bercail des déplacés et réfugiés du nord du Mali. Bref, ce week-end se veut un moment de retrouvailles des différentes communautés de Tombouctou. Tombouctou, c'est le Mali. Donc je pense que c'est une manière de concrétiser le Mali indivisible pour que les Maliens qui ne connaissent pas Tombouctou découvrent Tombouctou au sortir de la crise et qui sachent aussi que Tombouctou c'est une grande ville et Tombouctou c'est le cœur du Mali. Plusieurs activités seront au cœur de ce rendez-vous culturel. Musique, danse, contes, conférences, débats, concours d'art culinaire et oratoire sur l'histoire de Tombouctou et une visite guidée des mausolées restaurés de la ville. Donc tous à la cité des 333 du 21 au 22 novembre 2015 pour week-end artistique et culturel de Tombouctou, première édition. Je vous rappelle à suivre après ce journal question d'actualité sur le thème le rôle de la sage-femme dans la réduction de la mortalité maternelle néonatale et infantile, un débat animé par Sira Bachili. Voilà, c'est tout pour ce journal. Tout le plaisir était pour moi de vous le présenter. Autre rendez-vous avec l'information demain 10h-13h. Kadidjatou connaît les nouvelles du temps ce soir. C'est avec Abibatou Diakité. Moi, je vous dis à demain. Grand merci à nos téléspectateurs de Ségou, c'est au Mali. Bonsoir à tous.